Donc, on démarre cette 17e session du Book Club et on rentre dans la partie sur l'animation. Voilà, donc on est toujours dans ce chapitre qui précède ce grand chapitre 2. Voilà, je vais partager mon écran de façon à ce qu'on puisse se repérer un peu ensemble. Je vais partager mon iPad, comme d'habitude. Et cette fois-ci, je vais le faire via le câble. Voilà, et je pense que là, mon iPad. OK, donc là, le livre, voilà, on l'a sous les yeux. Alors, il y a une longue, on est à la fin de cette très, très longue partie 2 qui s'appelle « Designer un séminaire, 3 temps, 3 postures ». Donc, on a vu, il y a déjà plusieurs mois, le premier temps qui consiste à cadrer le séminaire, donc à adopter une posture de coach qui clarifie les enjeux, le point de départ de l'équipe, le point d'arrivée, zone d'ennui, zone d'angoisse. Voilà, ça c'est la partie cadrage, avec la façon de s'y prendre, les entretiens, etc. Comment est-ce qu'on procède pour bien cadrer. Ensuite, on a vu le deuxième, où est-ce qu'il est, page, je suis perdu dans mon truc. Ensuite, on a vu à partir de la page 59 tout le travail d'architecture, donc c'est le deuxième temps, 3 temps, 3 postures. Donc le deuxième temps, c'est architecturer, c'est-à-dire concevoir et adopter cette fois-ci une posture de consultant, expert en modalité de séminaire, qui architecture le séminaire et qui se sert pour ça du séminaire Canva dont on a très largement parlé. Voilà, et là, on rentre dans le dernier chapitre de cette deuxième partie, et donc troisième temps, animé. Et pour animer, on va adopter la troisième posture, qui est celle de facilitateur. Et donc ce soir, je vais aller jusqu'à la page 82 pour parler de cette posture de facilitateur. Voilà. Alors, il y a un espèce de bruit. Est-ce que vous avez également l'espèce de bruit ou pas? Oui. Non? Ouais. Ici. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a du bruit comme ça. Si ça se répète, on verra si ça vient de mon iPad. Donc, petite citation, « Je ne sais ni chanter, ni danser, ni jouer la comédie. Que pourrais-je faire d'autre qu'animateur de télévision ?» Donc, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui s'appelle David Letterman. Voilà, j'avais bien aimé cette citation parce qu'au fond, alors c'est vraiment très gênant là. Je vais arrêter de partager un instant et je vais partager d'une autre façon. On va voir si ça vient de là. Hop, il y a AirPlay. Partager. Un module d'extension. Nouvelle version de Zoom. Voilà. Excusez-moi pour ce petit problème technique, mais on ne va pas fonctionner comme ça avec une espèce de bruit sourd dans les oreilles. Voilà. Je partage l'écran avec mon... OK. Voilà, donc je ne sais ni chanter, ni danser, ni jouer la comédie. Que pourrais-je faire d'autre qu'animateur de télévision? C'est un petit clin d'œil pour dire qu'au fond, quand je suis facilitateur, quand j'anime, eh ben mon job, ce n'est pas de faire, c'est d'animer les gens qui font. Donc, voilà, animer vient du latin animare, de anima, souffle vital. Donc, j'aime bien cet aspect étymologique pour dire que le rôle animateur, évidemment, ce n'est pas de répéter comme un perroquet, de donner des instructions que les gens doivent exécuter, mais il s'agit de faire vivre un moment de rassemblement qu'on a conçu avec beaucoup de soin depuis le premier rendez-vous pour débusquer l'enjeu. Et là, je vous renvoie à la partie du premier chapitre sur la posture de cadrage, jusqu'au dernier trait d'architecture, c'est-à-dire voilà, les derniers fignolages sur l'architecture du séminaire que vous aurez fait dans le cadre de la architecture. Et donc, sur le papier, tout est parfait, le cadrage est clair, donc vous savez où vous allez, vous savez où emmener l'équipe. Vous avez un escalier de flow, donc une architecture qui est logique et impliquante. Alors, il y a Pierre qui revient. Hop, je le mets. Vous avez tout planifié, tout séquencé. Vous avez le matériel dont vous avez besoin. Tout est en place, il n'y a plus qu'à dérouler. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Et c'est bien de s'y préparer d'entrée de jeu. Souvent, c'est comme ça que quand on est dans
dans les derniers fignolages d'architecture, je rappelle aux clients que de fait, rien ne va se passer comme prévu parce que ça ne se passe jamais comme prévu, parce qu'on a affaire à une matière qui n'est pas prévisible, à une matière humaine. Voilà, donc là, c'est un petit rappel du schéma hein, animé. Ça consiste à faire vivre, là, ce sont des petits bonhommes qu'on voit se déplacer dans l'escalier de flux. Donc, ça, c'est un rappel du canevas, hein, avec point de départ, point d'arrivée. Et l'escalier de flux, c'est éviter que les gens s'ennuient et qu'ils s'angoissent. Et donc, les maintenir à un niveau d'implication maximum pour les faire passer du point de départ au point d'arrivée. Alors, qu'est-ce que c'est que la posture de facilitateur? D'abord, peut-être un petit préambule. Paradoxalement, en tout cas, je ne me considère pas vraiment comme un expert de la posture de facilitateur. En tout cas, je n'ai pas suivi d'école de facilitation. Donc, j'ai vraiment appris sur le terrain. Donc, ce que je décris là, c'est uniquement issu de mon expérience. Et c'est une expérience que je n'ai pas confrontée à des théories. Donc voilà, j'ai un petit préambule qui vaut ce qu'il vaut, sachant que je pense qu'il y a d'excellentes écoles de facilitation. Je crois qu'il y a d'excellentes écoles de facilitation et ce serait bien que je m'intéresse quand même. Donc, posture de facilitateur, troisième et dernière posture. Donc, je rappelle les deux précédentes. En tant que coach, vous avez aidé à établir un cadrage clair. En tant que consultant, vous avez construit une architecture qui est cohérente et impliquante. Et maintenant, en tant que facilitateur, on va donner vie à tout ça. On va guider le groupe pas à pas, faire circuler la parole, responsabiliser les participants. Et pour faire tout ça, on va s'aider d'un excellent outil de travail. Et finalement, il n'y en a pas tellement d'autres. C'est vous-même en tant que facilitateur. Et j'ai choisi de m'appuyer sur ce triptyque qui fonctionne très bien, à la fois la tête, le cœur et le corps. Et tout ça va nous servir dans la posture de facilitateur. On va s'appuyer sur ces trois outils pour faciliter. Je reviendrai sur chacun de ces outils dans les book-ups qui suivent, sur avec quoi on se sert, pourquoi on se sert de la tête, pourquoi on se sert du cœur et pourquoi on se sert du corps dans la position de facilitateur. Alors, en quoi ça consiste? Déjà, une petite définition. Faciliter, ça consiste proposition de définition, ça consiste à guider le cheminement des participants, étape par étape, pour les amener à atteindre leur objectif, l'objectif qui s'est fixé. Donc, c'est une posture qui est au service d'une dynamique collective et qui demande un certain nombre de qualités, un certain nombre de facultés, beaucoup d'attention, de l'empathie pour sentir le groupe, sentir où est le groupe, beaucoup d'observation pour remarquer les signaux faibles, les détails, de la clarté, notamment quand on a affaire à des grands groupes et qu'on doit donner des instructions qui peuvent assez vite être complexes, et un certain sens du collectif, une espèce de feeling de sentir le groupe, ce que j'appelle sentir le groupe. Une facilitation réussie repose notamment sur la qualité du lien de confiance que le facilitateur aura su progressivement tisser avec le groupe, ce lien lui permettant d'amener les participants sur des sujets souvent complexes ou délicats qu'ils doivent travailler. Ça mérite quelques explications. Dans les chapitres précédents, on a parlé des entretiens préalables, par exemple, quand on ne connaît pas encore l'équipe. On dit qu'un des enjeux des entretiens préalables, de la rencontre avec les participants d'un séminaire, c'est de commencer à établir un lien de confiance qui va ne faire, a priori, que se renforcer. Si on se remet dans la peau des équipes qu'on accompagne, qui voient débarquer un consultant, un coach, un facilitateur externe, ils en ont beaucoup vu. Voilà, ils ont soit beaucoup d'espoir, soit beaucoup de scepticisme, soit les deux. Et en tout cas, ils n'ont pas vraiment, a priori, de raison particulière de vous faire confiance. C'est construire. Et elle se construit notamment dans le séminaire. C'est une raison pour laquelle, quand on fait une architecture, on aura le soin de mettre des séquences complexes, pas tout de suite au début, mais plutôt après déjà 3 marches, quand on aura construit un lien de confiance qui fait que les participants, finalement, acceptent de vous suivre et acceptent de faire quelque chose qui peut-être ils n'ont pas accepté de faire d'entrée de jeu. Voilà. Alors, on va visiter un peu l'essence du terme facilité. Ça peut se comprendre de plusieurs manières. D'abord, une première acception, c'est faciliter le travail, c'est-à-dire rendre les choses les plus simples et les plus fluides possibles. Une autre signification, faciliter, c'est aussi faciliter le mouvement. Cette fois-ci, à l'image d'un ostéopathe, moi j'aime beaucoup cette image, qui aide les choses à se remettre en place.
Faciliter, c'est aussi faciliter la vie des participants en prenant en charge les modalités de travail pour qu'ils puissent se Thibaut, concentrer pleinement sur leur rôle. Oui, ouais, excuse-moi de t'interrompre, mais comme c'est enregistré, si tu veux que l'enregistrement soit exploitable, c'est important. La connexion est très oui. mauvaise et je viens de vérifier, c'est pas seulement moi, c'est pour tout le monde, donc ça doit venir de chez toi. OK. Pour ma part, je la trouve bonne, hein. Je Ah, suis en fibre optique directe et je trouve qu'il n'y a aucune coupure. Moi, j'en ai. ouais, on est trois à en avoir. Ouais. Et moi, j'ai pas d'habitude, j'ai une indication quand la connexion est mauvaise de mon côté, et là, j'en ai pas. Donc, je crains que ça s'entende au niveau de l'enregistrement. Et alors, attendez, on va faire quelque chose. Je comprends. On va changer de. Donc, vous n'allez pas quitter la salle, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais peut-être revenir. Je vais changer de réseau. Ok. Voilà. Est-ce que vous allez me dire, s'il vous plaît, si ça semble meilleur, a priori? Bof. Est-ce que c'est mieux, Alexis? Un peu, j'ai Ça va. l'impression. Écoute, Ça va pour l'instant, ça va, donc on te dira sinon. Ouais. Ok, je veux bien que tu me fasses un signal visuel, Alexis, parce que je tiens en vignette. Donc, si tu me fais un signal visuel, je le verrai. D'accord. OK? Merci, hein, merci pour l'alerte. Donc, Alors là, il n'y a pas. on en était à regarder. Ah, merde, du coup, il faut que je. C'est pas terrible. Ouais, c'est Alors, encore pire même. Ce Mon pauvre. soir. Ah, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Ah, et un chat qui s'est invité. Voilà. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est possible que ce soit mieux là? Ouais, pour l'instant, Ouais. c'est beaucoup mieux. Ce soir, c'est chaotique. C'est comme ça. Il y a des soirs comme ça. Et c'est pas mal, parce que comme le sujet, c'est la facilitation. Je me dis, ben, on se retrouve dans une situation chaotique et comment est-ce qu'on fait pour garder sa stabilité dans une situation chaotique? C'est Donc, génial je le vais pas recul redire. systémique. Hein. Ouais, le repli systémique est vraiment bienvenu. Donc, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit déjà, hein, à quel point, voilà, à quel point le job du facilitateur, c'est d'être en contact de ce qui se passe et d'avoir la responsabilité permanente de gérer les différents événements du séminaire pour amener le groupe à son objectif. Voilà, donc là, on est sur les écueils. Alors, un premier écueil, donc évidemment, on cherche à ce que ça circule. Voilà, à ce que ça tourne, à ce que ce soit fluide. Et donc, l'écueil que je vais représenter ici, c'est la polarisation. Vous voyez, et donc, la polarisation, par exemple, entre deux personnes, à tel point que les autres participants disparaissent peu à peu. Okay, voilà. Ou alors, la polarisation, tout simplement, sur une personne, et puis le truc qui se fait en étoile avec le reste du groupe. Voilà. Et donc, en fait, donc là, on n'est pas dans un mécanisme circulaire, on est dans un mécanisme en étoile. Vous voyez, ça fait comme ça, ça revient, ça part. Puis finalement, il y a une polarité qui s'établit. Et, et, et voilà, et on a des gens qui vont petit à petit se mettre hors jeu, en dehors du système. Donc, nous, on cherche à maintenir une implication élevée chez l'ensemble des participants. Voilà, on peut en avoir qui sortent carrément du jeu et qui se mettent à finalement devenir des observateurs un peu désabusés de la scène qui est en train de se produire, en ayant perdu toute influence sur les événements. Voilà, donc on a beaucoup d'outils pour architecturer, si je puis dire, la circularité. Ça fait un peu jargon ce que je viens de dire là, mais avoir des processus qui créent de la circularité. Mais l'animation, la façon de faciliter, la façon d'animer a beaucoup d'importance, joue un rôle essentiel dans le fait que ça circule. Alors, quelques exemples. Alors, chacun a son style personnel, mais comment est-ce qu'on gère les interventions des participants qui captivent naturellement l'attention? Comment est-ce qu'on traite la grande gueule? Comment est-ce qu'on invite ceux qui s'expriment le moins? La façon dont on utilise son regard pour fixer tour à tour les différents participants au moment de s'exprimer, aller chercher quelqu'un qui n'est plus là, enfin, faire tout ce qu'on peut pour dépolariser et faire circuler la parole.
Voilà, donc un premier repère, hein. Ok, moi je me rends compte, tiens, ça circule. Ou alors si je prends un autre groupe, tiens, ça fait comme ça, quoi. Oui, ça c'est un schéma que j'aime bien en fait. Voilà, on est en train de se produire ça. Hop, 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 hop. Puis à un moment donné, il y a un phénomène de convergence qui s'opère. Vous voyez. Et donc là, on a bien exploré, on sent que, voilà, alors que un phénomène de polarité va y sentir ces schémas-là, quoi. C'est un truc de ping-pong, quoi. Un truc paf, ping, paf, 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 paf. Puis on est coincé, quoi. Et donc, sentir cette énergie. Deuxième clé, une deuxième clé que je vous propose, responsabiliser les participants. Et donc, en fait, faire ce qu'il faut. Et il y a plein d'astuces pour ça, pour rendre tout le monde responsable du séminaire, du bon déroulement des séquences, du timing, des résultats. Alors, quelques trucs, hein, éviter de jouer les flics, c'est-à-dire de se mettre dans une posture un peu d'autorité rigide. Et donc, une façon de faire, c'est, une fois qu'on a posé le cadre de travail, inviter le groupe à assumer lui-même la vigilance sur le respect du cadre de travail. Et donc, proposer aux gens, finalement, de s'appuyer sur ce cadre de travail pour s'interpeller les uns les autres quand il y a un fonctionnement qui ne leur convient pas. Un autre truc, moi, que j'aime beaucoup, c'est par rapport à la gestion du temps. Vous voyez, donc, comment est-ce qu'on gère le temps qui a été alloué à une séquence? Alors, un truc classique, c'est de dire, bah voilà, par exemple, vous avez 15 minutes, OK? Donc, le truc classique, c'est vous avez 15 minutes. Et puis quand il reste 3 minutes, bah, vous voyez, vous prenez la parole, vous l'animateur, et puis vous dites, il reste 3 minutes. Attention, il reste 3 minutes. Pour ça, on interrompt les participants. Et puis, on est un peu le garde-chiourme. Une autre façon de faire, moi, que j'aime beaucoup, c'est de projeter ou d'installer un endroit de façon visible, un timer, un compte à rebours. Alors, on a tout ça sur nos outils, hein, et qui est participant dès le début, hein, vraiment en les éduquant, on va dire, voyez, à chaque fois qu'il y aura une séquence limitée en temps, vous aurez ce timer qui vous indiquera le temps qui vous reste. Et ça les rend responsables de leur propre gestion. Et moi, ça m'évite de me retrouver dans une position de ce que j'appelle garde-chiourme, quoi, qui m'éloigne de mon rôle essentiel qui consiste à mettre de l'âme. Ça me semble vachement important ce point-là, la façon de responsabiliser les participants et finalement de leur donner de l'autonomie. Autre façon de faire, hein, quand il s'agit de reconfigurer une salle, par exemple, imaginons qu'on veuille passer d'une séquence en plénière, imaginons on est en cercle, hein, avec des chaises en plénière, et puis voilà, je sais pas, on a une vingtaine de participants, et puis on dit, bah voilà, on va se mettre en groupe de 4. Prenez vos chaises et mettez-vous en groupe de 4 là où ça vous chante, là où vous vous sentez bien. Les gens se déplacent, hein, ils sont capables de déplacer une chaise et de se retrouver en groupe de 4 et de changer de configuration. Quand il s'agit de scotcher des paperboards au mur, voilà, prendre un participant et dire, tiens, vous pouvez m'aider là, mettre les paperboards. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire pour qu'ils soient impliqués dans le processus et qu'ils se sentent partie prenante de la réussite. Voilà, je crois que j'ai terminé pour ce soir. La prochaine fois, on entrera dans les différents outils de travail que j'ai déjà évoqués, la tête, le cœur et le corps, et voir comment on peut s'appuyer dessus pour alimenter sa posture de facilitateur.